of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR. Nous sommes au rendez-vous après une semaine sans podcast. C'était un peu trop dur de parler de cette défaite contre les 49ers, mais nous voilà de retour. Moi c'est Plax et j'ai avec moi Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Comme le fan d'une équipe qui a aucune victoire au bout de 4 matchs. Ouais, je vois des tweets de mecs qui disent ouais génial, 4 victoires, super. Je les envie tellement de pouvoir mettre des tweets comme ça, oh là là, ça me donne trop envie. Un jour ça nous arrivera aussi, mais pour l'instant on en est loin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a à raconter sur ces deux matchs ? On va pas parler des 49ers spécialement. On a pris une rouste, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Moi, ce que j'espère sur ce match-là, c'est que c'était un écart et que ça représente pas le niveau réel de l'équipe. Je sais pas si tu as des choses à dire rapidement sur ce match. En fait, j'ai pas vraiment vu ce match puisque j'étais loin des Giants pendant une petite semaine, mais j'ai vu les highlights et j'ai lu quelques articles et en fait, tout le monde était surpris de voir que on n'avait pas le positif qu'on a constaté pendant les 2 premières semaines. Il y avait absolument rien, quoi. On a complètement coulé, la défense a complètement coulé, alors qu'on en parlera un peu après, mais cette défense tient le coup, et s'il y a encore des motifs d'espoir, pour moi, c'est grâce à cette défense. Et il n'y a rien eu dans ce match, alors qu'on était contre une équipe complètement décimée par les blessures, et on y croyait vraiment, on se disait c'est jouable. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est les Eagles qui ont battu les 49ers cette semaine, donc il y avait de la place. Les Eagles qui sont pas non plus l'équipe incroyable en ce moment, donc on aurait pu faire quelque chose, mais peut-être que l'équipe est pas rentrée dans le match, j'en sais rien. En tout cas, voilà, l'attaque n'a rien fait et la défense s'est fait rouler dessus, martyrisée par un quarterback remplaçant, Nick Mullens. Donc c'est pas grand chose à retenir. On va espérer en tout cas que ce match était vraiment un loupé. Et quand on regarde le match de cette semaine, donc défaite contre les Rams, alors encore une défaite évidemment, 17-9. Le point positif, c'est le 17, le point négatif, c'est le 9. Pourquoi ? Parce qu'on a une défense qui tient le coup contre une équipe de Los Angeles qui a une attaque pourtant plutôt performante, donc 17 points, c'est bien, mais 9 points d'attaque. Là, il y a un gros point négatif depuis le début de la saison. On gagne pas de yards, on met pas de TD, on n'a pas de jeu de course, c'est un peu plus mitigé sur ce match-là, mais c'est très compliqué en attaque. Ouais, alors ce qui est assez incroyable, j'ai vu passer une stat, on est l'une des rares équipes, et je crois même d'ailleurs la seule, à ne pas avoir passé les 300 yards offensifs sur un match. Sur ce match, on a fait 295, alors comme tu dis, on a couru, on a bien mieux couru que les semaines précédentes, mais je pense aussi que c'est lié au fait que cette fois, le coaching staff a insisté sur la course, parce que ça c'était une des statistiques qui m'avait choqué sur le match des 49ers. Je crois que sur le match des 49ers, il y a 15 courses, dont 5 pour Daniel Jones, et je me suis dit mais what the fuck quoi, c'est ok, on n'a pas de ligne, ça avance pas, mais mine de rien, quand on insiste, pour donner un point de comparaison, on a fait 25 courses, 136 yards, bon ok, il y a aussi des courses de Daniel Jones dans le tas, mais les Rams, c'est 23 courses, 58 yards. Ouais, mais parce qu'on a une bonne défense contre la course aussi. Mais si on reste sur notre attaque, effectivement, donc le point positif pour moi de cette attaque à ce match-là, c'est qu'elle était, et d'ailleurs Joe Judd l'a dit à la fin du match, elle était plus équilibrée. Alors Daniel Jones ne met que 190 yards à la passe, bon, ça reste moyen, mais il pourrait faire mieux évidemment, mais on a Wayne Gallman qui a 45 yards en 6 courses, Daniel Jones qui a 45 yards en 6 courses, donc ça fait du 7 yards et demi par course, c'est pas mal. Wayne Gallman a fait une grosse course aussi à un moment de plusieurs, une vingtaine de yards, peut-être 25 yards. Devonta Freeman qui est à 33 yards en 11 courses, Dion Lewis 10 yards en une seule course. Donc effectivement tu dis on n'a pas abandonné sur la course à ce match-là. Moi la différence je pense c'est que la O-line a quand même été meilleure. On a eu moins de plaquage derrière la ligne. Je sais pas si tu te souviens, les premiers matchs, c'était le gros problème, c'est que, en fait, il y a un moment, tu peux juste plus, parce que quand à chaque fois que tu fais une course, c'est moins de yards, tu vois, tu peux, si tu fais plus de yards, plus 3 yards, tu peux insister, mais quand tu perds 2 yards à chaque fois, il y a un moment, c'est juste plus possible. Là, vu que c'était du positif, nos first down, tu vois, quand sur un first down, on fait 3 yards, 2, 3 yards, 4 yards, je trouve que c'est très positif. Quand tu es en deuxième et 7, deuxième et 6, là, ton jeu de course devient intéressant. Et c'était plus le cas sur ce match-là. Ouais, alors, je pense que justement, j'ai envie de dire, de féliciter un peu la ligne offensive,
même si globalement son match a été mauvais, mais j'ai envie de les féliciter pour une chose, c'est qu'en allant dans ce match, on avait très peur d'une seule chose, c'est le numéro 99, Aaron Donald. Aaron Donald a été complètement, alors j'ai pas envie de dire complètement éteint, mais a été très très limité par Zeitler, Nick Gates, Hernandez. Il a eu qu'un seul demi-sac, il a eu 2 QB hits et il a fait que 2 plaquages solo. Et aucun tackle for loss. Donc en fait, de la part du meilleur joueur défensif De la NFL. de la NFL, hein, de la décennie, c'est quand même pas une mince affaire. Après, on a, comme tu l'as dit, on a quand même une O-line qui reste faible contre la passe, enfin contre le pass rush, mais ils ont su, je pense qu'il y a eu une petite amélioration, enfin ils ont du crédit sur notre progrès à la course. Il fallait insister à la course Oui. et ils étaient là pour aider nos running backs à accumuler des yards, même si c'était pas énorme. Oui, non, mais ça reste. Moi, je trouve que ça reste un match correct. Hein. Tu as dit qu'on était à combien en tout en course sur ce match-là? 136. Attends, Ouais, ouais, non, c'est ça. en tout cas, on a 136 yards. dépassé les 100 yards. Voilà, c'est bien. Mais Et ça 136, permet. donc 45 pour Jones. Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est Jones, maintenant, dans le football moderne, hein, le quarterback gagne des yards à la course et c'est pas un problème pour moi. Et c'est encore mieux comme contre les 49ers où c'est des jeux qui sont designés pour, c'est-à-dire que le but c'est que le quarterback gagne des yards à la course. Là, Jones, il a fait quelques courses où c'était pas le but qu'il gagne des yards à la course, mais finalement il s'en sort aussi parce que hier il y a un des jeux où tu penses qu'il va être saqué, il est au milieu de tous les joueurs, puis il ressort de nulle part, hop, comme une fleur, et hop, il gagne les 10 yards nécessaires avec un petit spin, etc. Donc ça c'est plutôt un point positif pour Jones. Mais si on s'attarde du coup un peu sur Daniel Jones, c'est quand même un début de saison très compliqué, alors que je me souviens l'année dernière, le premier match qu'il fait contre les Buccaneers, c'était explosif, il était plein de confiance, et là j'ai l'impression, et ça se voit, je lisais un Twitter qui disait ça, et je suis assez d'accord, dans le body language, ça c'est extrêmement important, le body language en football américain, quand tu vois un joueur qui baisse les épaules comme ça, et qui sort du terrain, comme parfois pouvait le faire Eli Manning, tu sais, il faisait des têtes pas possibles, et il sortait du terrain, il avait comme ça, vers l'avant, les épaules qui touchaient le sol à moitié. Et ben ça donne pas de confiance à toute l'équipe et tu sens que le quarterback est pas dans le coup et j'ai l'impression que Daniel Jones pour l'instant il a pas encore trouvé son rythme et il a pas encore trouvé vraiment le timing. Alors je sais pas si c'est Jason, ça peut être Jason Garrett aussi, hein, on pourra l'évoquer, mais pour l'instant il est pas dans la confiance qu'il avait l'année dernière. Il était sur une bonne lancée et là je trouve que c'est un peu moins bon. Ben, je pense qu'en fait justement toutes mes inquiétudes vis-à-vis de la ligne offensive sont un peu en train de se concrétiser et on le constate sur Jones. Comme toi, je vois justement ce manque de confiance dans le body language, mais aussi il panique un peu sur. Alors, il n'a fait qu'une seule interception sur ce match, qui est en fin de match. Il est en train d'essayer de gagner le match, enfin de marquer un touchdown en fin de match. Donc, c'est pas par rapport à ça que je dis qu'il panique, mais les commentateurs disaient à juste titre que il était en train de télégraphier ses passes. C'est-à-dire que il regarde sa première lecture et s'il est ouvert, il y va. S'il n'est pas ouvert, il prend ses jambes à son cou, littéralement. Et je pense que maintenant toute la NFL sait que il a peur de la pression. Enfin, c'est pas qu'il a peur de la pression, mais c'est que je pense qu'il sait que il n'a pas confiance dans sa ligne offensive. Ouais, il sait qu'il a un quart de seconde pour lancer. Exactement. Ou alors faut qu'il se barre, quoi. C'est ça. Exactement. Donc en fait, il se donne pas là, il n'a pas le temps de faire une deuxième lecture, voire une troisième lecture. Donc il regarde si le gars est ouvert, il est pas ouvert, il prend ses jambes à son cou. Et donc forcément, là, on est un peu dans la situation où on risque de transformer Daniel Jones dans le prochain David Carr. David Carr, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'était le premier quarterback des Houston Texans quand il venait d'être créé. Les Texans avaient pris un quarterback plutôt que d'avoir une bonne OL. Et David Carr a morflé toute sa rookie season, alors que c'était un excellent prospect en sortant de l'université. Et en fait, il a busté. Tout simplement parce que perte de confiance, il était incapable de faire quoi que ce soit, et j'ai pas du tout envie que ça arrive à Daniel Jones.
Oui, c'est sûr. Tu crois que Daniel Jones, quand il finit les matchs, il se met en PLS dans son lit comme ça et tu vois, il se met en petite boule comme ça et il pleure en pensant à sa O-line qui n'arrive pas à le protéger. C'est pas impossible. Bah, je sais pas, Tu- mais tu vois, il y a des gens qui faisaient un peu le comparatif, et puis tu l'as fait toi-même, hein, de l'attitude de Jones en début de carrière, avec des débuts difficiles, un peu comme Eli Manning. Mais ce qu'il faut pas qu'on oublie, c'est que Eli Manning a eu des débuts difficiles, mais Eli Manning a eu des débuts difficiles dans une bonne équipe. Oui, c'est ça. Enfin, pas dans une excellente équipe, hein, les Giants avaient quand même le quatrième pick pour une raison en 2004, mais t'avais un Jeremy Shockey, t'avais un Tiki Barber, t'avais un Michael Strahan côté Il y défensif. avait des armes offensives et il y avait une O-line qui était plus Ouais, que correcte par rapport à ce que Daniel Jones a là. Donc voilà. il faut mettre ça dans la balance évidemment hein, quand on regarde. C'est un joueur, il est pas tout seul. Il y a une équipe qui est autour de lui. À moins d'être un magicien, un quarterback qui a pas de O-line, c'est difficile. Donc voilà, Mais tu vois, s'il avait une énorme O-line, qu'il était jamais mis sous pression et qu'il faisait les mêmes stats, là j'aurais dit il y a problème. Pour le coup, là c'est pas forcément ça. mais c'est pour cette raison que pendant toute l'intersaison, je disais, je préfère avoir Nate Solder en LT plutôt qu'Andrew Thomas. Euh, bon, finalement, le opt-out a fait que de toute manière, on ne peut pas avoir Nate Solder. Là, pareil, on a vu passer des stats cette semaine qui disaient Nate Solder, pardon, pas Nate Solder, Andrew Thomas est le pire tackle évalué parmi les rookies. Les trois autres, ils font un excellent job. Ouais, super pour les trois autres, mais est-ce que les trois autres qui auraient pu être choisis par les Giants dans le premier tour auraient pas eu la même prestation vu l'O-line qu'on a? C'est quand même très difficile de comparer la prestation d'Andrew Thomas aujourd'hui à un Worth, à un Jedrick Wills et compagnie, qui sont pas dans la même situation. Andrew Thomas, on l'a foutu left tackle direct dans une O-line qui est pas géniale, et il doit défendre un rookie QB qui lui aussi est en train de paniquer. Donc une situation très compliquée pour les deux Hmm. pièces maîtresses de notre attaque. Ouais, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Si on doit franchir un palier et réussir à gagner des matchs, c'est toute l'équipe d'un coup qui doit step up. C'est pas uniquement un joueur ou deux qui sont dans le dur et qui doivent faire quelque chose, mais c'est l'intégralité de cette attaque. Les receveurs qui arrivent pas à se démarquer, qui offrent très peu d'options à Daniel Jones. Je sais pas si tu as vu ce jeu aussi, énorme incompréhension où Si. Daniel Jones fait son drop back et regarde les receveurs sont en train de bloquer. Ouais. Bon, bah alors là, il comprend très vite qu'il peut, et c'est le début du match. Il comprend très vite qu'il y a un problème, il essaye de se barrer, et t'as trois gars qui lui tombent sur le Ouais. dos directement. Donc là, il peut rien faire. Le tight end qu'on attendait depuis longtemps, Evan Engram, qui enfin ne se blesse pas, mais qui finalement n'est pas du tout au niveau de ce qu'on attendait, il s'est pas bloqué. Il catch un ballon sur deux parce qu'il a des Du savon moufles sur les mains, sur les mains, donc c'est assez incroyable. Running back, son meilleur joueur qui devait être son arme ultime, il est blessé. La O-line qui a du mal, qui apparemment a montré quelques signes de progression sur le dernier match. On espère que ça va s'améliorer. De toute façon, ça peut pas difficilement être pire. Daniel Jones, c'est le quarterback le plus mis sous pression de NFL quasiment, donc ça peut pas être pire. Et un Jason Garrett qui a du mal à appeler les jeux et qui fait pas toujours forcément les bonnes décisions, avec quasiment aucune passe longue lancée, qui peut-être compense justement des problèmes de son attaque et qui se dit si je lance des passes longues ça peut poser problème. Alors là c'est le serpent qui se mord la queue, on sait pas trop c'est l'œuf ou la poule, hein. Est-ce qu'il faut lancer plus de balles longues et ça va peut-être ouvrir l'attaque ou est-ce que voilà, on sait pas trop. Bref, en tout cas il y a un ensemble de choses qui font que pour l'instant cette attaque galère. On est dernier, 32e au NFL derrière les Jets en termes de points marqués par match. On est à 11 points marqués par match, je crois, tu vois ça, alors que tu as des équipes comme les Browns qui mettent 40 points à chaque match en ce moment, c'est un peu déprimant, ça pour le coup, honnêtement, moi ça me déprime. Attends, si je regarde l'attaque en points par match, C'est 11,75. Pour les Giants ou pour les Browns? 11,8. Ouais. Non, 11,8 pour nous, Ouais. 11,8. C'est terrible. Même les Jets, ils sont à 16. T'imagines? Non, mais 11, c'est ridicule. J'ai pas souvenir qu'on ait une attaque aussi peu prolifique. Alors, c'est pas fini, évidemment. On espère que ça va s'améliorer. Il y a peut-être un déclic qui va faire qu'à un moment donné, tous les astres vont s'aligner. Mais pour l'instant, c'est une galère globale de l'ensemble de l'attaque. Alors que je pense que si on réécoute nos podcasts de début de saison, jamais on aurait imaginé ça. Non, mais tu l'as dit, l'attaque n'a pas de son arme principale qui est Saquon Barkley. On a aussi. Mais ça suffit pas. On l'avait aux deux premiers matchs et on était aussi en galère. Donc c'est. Ouais, mais c'est Reggie tu Bush vois, qui justement a fait une intervention sur Twitter il y a pas longtemps en disant mais c'est incroyable, les Giants, vous avez l'un des meilleurs running backs de cette génération et vous ne faites que passer votre temps à vous en servir pour faire du pass block. Alors qu'en fait il faudrait l'intégrer dans le jeu de passe. Et c'est vrai que au début,
Je pense que Jason Garrett se dit il faut qu'on utilise Barkley pour protéger Jones, pour que Jones ait la possibilité de passer aux autres receveurs. Mais on aurait peut-être dû faire ça de manière différente en disant bon bah ok, on va pas mettre Barkley en bloc, on va plutôt essayer de faire des screens, de faire des passes courtes. Après, il faut qu'il bloque aussi, parce que le problème, c'est que si à chaque fois qu'il y a Barkley, on sait que c'est une action de passe. Non mais une fois de temps en temps. Possible. Oui, non, mais je pense que la critique de Reggie Bush c'était de dire en fait il est beaucoup trop souvent en pass bloc. Il était mal utilisé, je pense que c'était ça. Mais voilà, donc il nous manque. Le problème c'est que en effet, alors on voit justement que Jason Garrett est en train d'évoluer dans son play calling par rapport au premier match. On est en train de faire plus de courses. On est en train de faire des actions qui sont faites pour que le quarterback court avec du run pass option. Donc on voit bien qu'en fait Jason Garrett, et puis rappelons-le, c'est une équipe avec un nouveau coaching staff qui n'a pas eu de pré-saison, donc qui est en train d'apprendre au fur et à mesure. Mais là on l'a dit aussi il y a quelques semaines, ça c'est une excuse qui va faire son temps peut-être pendant le premier mois, pourquoi pas pendant le premier mois et demi, mais après ce sera fini. Mais je pense que petit à petit, on voit que Jason Garrett est en train de faire des ajustements. Mais après, tu vois, il y a justement, je pense à une action qui a été choisie par Garrett où Dion Lewis a complètement loupé son bloc. C'était une passe courte vers Golden Tate. Dion Lewis loupe complètement son bloc. Et là, tu as Jalen Ramsey qui est arrivé et qui a fait un plaquage cathédral à Golden Tate. Alors on reparlera de Golden Tate un peu plus tard parce qu'il y a aussi une histoire à côté avec Ramsey. Bon, tu peux en parler maintenant si tu as. Tout simplement en fait Ramsey est sorti avec la sœur de Golden Tate et l'a largué un peu salement il y a un an et demi, donc en fait il y a un peu de... Je savais pas ça. Vas-y continue, c'est les feux de l'amour là. En fait j'étais pas au courant avant cette semaine parce que comme tu sais ils se sont battus en fin de match. Oui, ça je sais, mais c'est tout ce que je savais. Moi je me suis dit, voilà. Je sais pas, ils se sont un peu trash-talkés pendant le match, il en a mis une et puis voilà. Et ben non, en fait il y a des histoires personnelles. Et en fait moi j'étais pas au courant non plus, mais il y a des histoires personnelles et donc en fait apparemment pendant toute la semaine Judge est allé voir Tate en lui disant faut vraiment que tu gardes ton sang-froid, etc. Et puis ça a craqué en fin de Attends, mais l'histoire c'est quoi? C'est Ramsey qui est sorti avec la sœur de Golden Tate et qui l'a largué comme une malpropre, c'est ça? Ouais, voilà. D'accord. Je crois qu'elle était enceinte d'ailleurs. Ah oui, les feux de l'amour, je te raconte pas. Et bon, ah ouais, d'accord. Non mais voilà, en fait, mais pour revenir à cette action, c'est que Golden Tate s'est pris un plaquage monstrueux alors qu'en fait ça aurait pu être un très très gros gain. Et là, tu es sur un problème d'exécution. Tu n'es pas sur un problème de choix d'action, tu es sur un problème d'exécution. Et c'est pareil, comme la deuxième action du match que tu as cité, le fait que tous les receveurs vont se mettre en blocage alors que c'est une passe, bah là il y a un problème chez les joueurs qui n'ont pas compris. Là, il y a eu effectivement un problème de transmission de jeu, donc ça tu peux rien faire, hein. Ton jeu est mort complètement, donc mais c'est extrêmement rare, ça arrive pas très souvent. Heureusement, mais typiquement c'est le genre de choses qui arrive dans une équipe qui est encore en train de se roder, tu vois, typiquement. Et d'ailleurs, je vais faire un tableau noir là sur Touchdown Actu cette semaine sur ça, sur les blown coverages des défenses qui loupent complètement et où on voit des receveurs complètement esselés. Et ça, je le mets complètement sur le dos du manque de pré-saison et du manque de temps qu'ont eu les équipes pour se préparer. C'est typiquement le genre de choses qu'on voit quand une équipe est pas prête. Mais justement, alors c'est ça ce qui est pour revenir à ces problèmes d'exécution. Le touchdown de 50-50 yards de Cooper Kupp en deuxième mi-temps qui amène donc les Rams à 17 points, alors que la défense l'a tenu tout le match, qui ne faisait rien, il était absent. Là, il y a eu un brain fart de je sais pas qui. Complètement, il y a eu une assignation loupée. En fait, ce qui se passe, c'est quand on a un qui pense que quelqu'un d'autre court le joueur. Et en fait, personne d'autre couvre le joueur à part la pelouse, et du coup, le mec est tout seul. C'est ce qui s'est passé sur ce TD-là, alors qu'ils sont dans leur propre moitié de terrain, et on est à 19 à ce moment-là du match, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et du coup, match terminé à ce moment-là, c'est compliqué, quoi. Mais c'est dommage parce que ça nous permettra de switcher sur la défense qui a été par ailleurs très bonne. Mais exactement. Mais tu vois, alors justement, c'est ça. C'est la défense nous maintient dans le match. Mais cette erreur-là, elle n'est pas dramatique en soi si derrière tu as une attaque qui est capable de dire allez, c'est bon, on se remet en route. Mais là, quand tu regardes les drives, notre meilleur joueur offensif, c'est le kicker. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça?
Je sais pas, s'il met 20 kicks par match, moi ça me va. Ouais, mais là, Au moins il les met déjà. Déjà quand il en a, il les met. C'est déjà une bonne nouvelle. On aurait pu avoir en plus un kicker qui c'est genre Aldric Rosas comme l'année dernière qui loupe la moitié de ses kicks. Mais voilà, mais bon, en effet, on peut passer à la défense maintenant qui. Bah justement, tu évoquais, voilà, tu disais qui a tenu le match et effectivement, on a une défense qui, pour le coup, alors là, encore une fois, surprise, notre analyse de début de saison était complètement pourrie, puisqu'on a une défense qui est extrêmement, c'est pas une top 3 défense, mais top 10 en tout cas, ça aucun doute, puisque 328 yards par match encaissé, ça nous fait la 5e équipe de NFL à l'heure actuelle. C'est plutôt très bon et je crois qu'on est 13e en nombre de points, donc on prend un peu plus de points. Mais voilà, passing rushing, donc c'est une petite composition de ces 328 yards, mais voilà, ça reste très bon. Et d'ailleurs, parenthèse, si on regarde par rapport aux Cowboys qu'on va rencontrer cette semaine, eux ils en sont à 430, tu vois, ils encaissent 100 yards de plus que nous par match. Donc une défense qui, là je pense que c'est à mettre tout au crédit de Patrick Graham, qui a réussi à composer avec cette défense-là. On a plus ce problème de cornerback 2 qu'on imaginait, Yadom qui est pas incroyable, mais qui fait le taf et en tout cas la défense arrive bien à le cacher et ça se voit pas. La blessure de Jabril Peppers qui pour l'instant passe quasiment inaperçu aussi. Et pour moi l'énorme changement par rapport à l'an dernier, c'est qu'on a un middle linebacker élite qui est meilleur, largement meilleur que ce que tout le monde avait imaginé pour l'instant, qui sur ses 4 premiers matchs est vraiment incroyable, c'est Blake Martinez, qui est largement dans le coup, et qui fait un bien fou à cette défense. Il y a un patron dans cette défense, et ça se ressent sur le terrain. Ah ouais, non, mais ça c'est bien. Mais alors, je pense pas qu'on soit complètement planté sur notre analyse de la défense. On a jugé la défense avec les éléments qu'on avait à l'époque. À savoir, on s'est dit, bon, on a une secondary qui est complètement moisie parce qu'on en a un qui finit en prison et on en a un qui a opt-out. Et pas la galère, on a des mecs en prison. Pour les linebackers, on était un peu, c'était point d'interrogation. Et puis après, on s'était dit, bon, front 7 quand même, on a une ligne défensive monstrueuse. Enfin, peut-être pas la meilleure ligne défensive qui soit, mais elle est quand même très très bonne, avec un Dexter Lawrence, comment il s'appelle, bon bref, un BJ Hill et compagnie, Leonard Williams, voilà, j'ai ça, Leonard Williams et Davin Tomlinson qui font le job et qui permettent à des gars, à des rushers comme Kyler Fackrell, qui a eu son deuxième sac sur ce match quand même, et aussi Marcus Golden, qui n'est pas une flèche, parce que autrement quelqu'un lui aurait sauté dessus en free agency, leur permet de faire le taf. Donc en fait, c'est ça, c'est, en effet, comme tu dis, on n'avait pas une vision très optimiste de notre escouade défensive, parce qu'en fait, on ne savait pas à quoi s'attendre de Patrick Graham, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un coordinateur défensif qui sait se servir de ses joueurs. Après un Betcher qui ne faisait rien, qui était complètement nul, qui était trop compliqué, Patrick Graham, il fait quelque chose de ses joueurs. Et ça, c'est tout à fait. Et pour moi, le problème qu'on a encore, c'est le linebacker qui est à côté de Martinez, qui jusqu'à maintenant était Devante Downs et qui était vraiment mauvais, on peut le dire, qui a rien fait, qui était quasiment invisible, qui faisait pas de plaquage. Alors pour un linebacker, c'est pas possible, il faut être au contact, il faut mettre du plaquage. Et on a eu un premier switch là sur ce dernier match avec Tay Crowder qui est rentré, qui a failli faire une interception, qui a été plutôt convaincant, je trouve. Déjà, il avait sauté un peu aux yeux des analystes pendant la pré-saison, pendant l'intersaison et pendant les entraînements. Et là, ça se confirme puisque le peu de temps de jeu qu'il a eu, pour l'instant, il était très bon. Alors à mon avis, au prochain match, je pense que ce sera Crowder à côté de Blake Martinez. C'est pas impossible. En tout cas, voilà, il fallait faire quelque chose. Les changements ont été faits. Ils ont tenté des choses. On n'est pas resté sur nos acquis comme on pouvait le faire l'année dernière en se disant, on n'a pas d'autre choix, c'est ce joueur-là ou rien. On tente des choses. Et c'est pareil, tu sais, pour le cornerback 2. Dès les premiers matchs, ça s'est mal passé. Il a commencé à faire des switch, à tester Yadom, etc. Et il arrivait à une solution. Et maintenant, on a quelque chose qui tient la route. Donc ça, c'est cool. Et Graham sait s'adapter. Et on arrive à quelque chose de plutôt cohérent, je trouve, à l'heure actuelle. Et en plus, rappelons que notre safety McKinney est encore blessé, Jabril Peppers aussi. Donc, à mon avis, si on remet une paire en plus Peppers-McKinney, ça peut être pas mal du tout comme défense. Non, mais cette défense nous surprend très agréablement. Et d'ailleurs, justement, quand tu parles du fait que le coaching staff se rend rapidement compte des problèmes pour faire des tests et mettre un autre joueur à la place, on va juste refaire un petit retour rapide à l'attaque, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Matt Peart,
a fait Oui. la fin de la première mi-temps à la place de Cameron Fleming et il n'était pas ridicule, bien au contraire. Non, Il, ouais. il a tenu son poste et alors au début j'ai cru que Cam Fleming était blessé, mais non, puisqu'en fait il est revenu et de ce que j'ai compris c'est juste que Judge voulait mettre Matt Peart en situation de match et le A tester. priori, oui, c'est ça, effectivement. Il a dit que c'était prévu comme ça, ouais. Donc très Parce bien. qu'en fait, la question qui était posée, c'est est-ce que vous avez mis Fleming de côté parce qu'il était mauvais et il a dit non, non, c'était prévu comme ça. Mais c'est bien, fait tourner, moi ça me dérange pas du tout. Et de toute Bon, on façon, n'a les rien jeunes, à il faut les perdre. faire jouer. Ah, on n'a rien à On n'a rien à perdre, oui. Et par contre, on n'a pas encore vu le mieux en garde. On l'a vu en ça, fullback et on l'a vu en j'ai pas fullback, compris. Mais non, mais c'était pas mal joué, je trouve. Un fullback lourd qui arrive et qui te rentre dans le lard comme ça, lancé pleine vitesse. Un mec, un O-line qui, t'inquiète pas, hein, quand tu te fais plaquer, les mecs qui font des interceptions qui sont plaqués par les O-line, parfois ils prennent cher. Donc non, je trouve que c'est pas idiot, c'était bien tenté. En plus, on a gagné des yards sur ce jeu quand il a fait ça. Mais bon, voilà, j'aimerais bien quand même le voir en garde. Le Hernandez est pas incroyable. C'est dur après de se dire on va mettre un mec du deuxième tour sur le banc tout de suite, alors qu'on a un rookie derrière. C'est peut-être pas la meilleure solution tout de suite, mais si jamais Hernandez n'arrive pas à monter son niveau, pourquoi pas faire passer le mieux en garde gauche. Oui, mais alors, encore une fois, j'ai pas fait attention au dernier match, mais j'ai l'impression qu'on ne se sert toujours pas de Penny et Eli Penny comme fullback. Non, mais parce que ça, c'est pas spécialement un fullback. Mais ça servait à rien de le garder dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, on aurait mieux fait de s'en séparer. Enfin, parce que le truc, c'est qu'il est sur les special teams, mais j'aurais largement préféré qu'on garde un Ryan Colony et qu'on se dise, si on veut pas d'un vrai fullback, et on dégage le fullback, on met un tight end ou un guard de temps en temps quand on en a besoin, et puis voilà. Enfin bon, c'est... Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il est très peu utilisé. Après, voilà, il faut des joueurs de rotation. On verra ce que ça donne, mais c'est pas une pièce maîtresse du jeu non plus dans tous les cas. Et il joue effectivement pas beaucoup d'actions, le pauvre Penny. On est à 26 minutes de podcast déjà. On peut parler rapidement du prochain match. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend du prochain match? Une Pas défaite. Une victoire, clairement. Voilà, on va être à 0-5. Je crois qu'il n'y a pas trop de secret là-dessus. Alors, on sait jamais, parce que bon, tu vois, les Rams ne s'attendaient pas du tout à ça. C'est un match de division. On est chez eux, bon, ça va un peu compliquer la tâche, mais la défense friable des Cowboys, peut-être qu'on peut réussir à marquer plus de 10 points cette fois-ci, ce serait pas mal. Par contre, leur attaque est assez violente et ça me fait un peu peur. Ouais, mais bon, leur attaque est assez violente, mais on a quand même, comme on l'a dit, hein, on a une défense qui est capable d'être compétitive jusqu'à un certain point, hein, mais elle est capable de nous maintenir dans le match. Alors après, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, si après on a une attaque qui nous obtient que 3 points, un drive sur 3, on va pas aller bien loin. On va encore mettre 9 points et puis ce sera la même histoire. Après, est-ce que ce serait pas l'occasion pour Jason Garrett qui revient chez lui après what mille années passées dans le Texas, peut-être qu'il va se dire c'est maintenant ou jamais et qu'il va nous sortir des jeux de folie et qu'il va enfin lancer sa saison, peut-être. Je nous souhaite que ça. Très franchement, j'aimerais bien, mais bon, là, je pense que malheureusement cette année, il n'y a pas de doute sur le fait que nous sommes l'équipe la plus faible de la NFC East. Alors toute la NFC East est faible. Plus du cul, pour pas dire autre chose. Non mais je sais pas si tu suis le compte. Plus des fesses. Voilà, je sais pas si tu suis le compte Twitter NFL Memes et il y avait un truc, c'était voilà à quoi ressemblent les fans des Eagles quand ils disent qu'ils sont en tête de la NFC East. Et en fait, tu vois un tas de sacs poubelles et un sac poubelle au-dessus qui est doré. Ah oui, j'ai vu. Je dis, c'est exactement ça. En fait, on est tous nuls, mais bon, on en a un parmi nous qui forcément est premier. Bon. Et rappelons que la première équipe, ça doit être les Eagles qui sont à 1 victoire, 2 défaites, une égalité, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc on est à 1 victoire en fait d'égaliser le. Si on bat, en tout cas si on bat les Cowboys, on est à 1-4 et les Cowboys aussi, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Et ça, ce serait marrant. Ça, ce serait drôle, tu vois, juste pour le fun. Bon, alors, on se fait pas trop d'illusions, mais qu'est-ce que ce serait un match réussi pour toi? Pour moi, un match réussi, ce serait un match où on arrive à dépasser les 20 points offensivement.
Oui, je suis d'accord. pas forcément une victoire, parce que bon, voilà. Donc on arrive déjà à dépasser, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les 300 yards offensivement et surtout les 20 points. Et puis le match parfait, c'est on a dépassé les 20 points et puis on a surtout maintenu l'équipe adverse en dessous de 20 points. Ah oui, mais alors là, on gagne du coup. Ah bah oui, je sais bien, c'est ça. Ah ouais, alors là, t'en demandes beaucoup. Moi, je dirais, si on dépasse les 20 points, c'est bien, et qu'on voit des choses en attaque, une attaque qui roule, et quelques bons drives qui vraiment se passent bien, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup de pénalités. Il y a un moment où on est en red zone, et on se prend pénalité sur pénalité, de faux départ, etc. Donc ça nous casse complètement le momentum. Moi, je dirais, si on fait plus de 20 points avec une attaque qui tourne, et qu'on les maintient en dessous de 30 points, avec donc du coup un match, tu vois, qui se jouerait à moins de 2 possessions, tu vois, une possession et demie par exemple, un touchdown, un field goal, ce serait pour moi un match déjà convaincant, et on verrait une belle progression. Tu te rends compte où on en est rendu ? Tu te rends compte où on en est rendu, qu'on est Ouais, je me rends compte où on en est rendu, mais en même temps, on est là après le match des 49ers, je veux dire, on est tombé tellement bas que je vais pas dire le match parfait, ce serait qu'on mette 45 points et qu'ils en mettent 0, tu vois, personne n'y croirait. Donc soyons un peu objectifs sur le coup, et on n'attend pas une victoire, mais pour l'instant, c'est comme à chaque match, j'attends de voir une progression constante et la suite de ce qu'on a vu au match précédent. Parce qu'à chaque fois qu'on voit un match où on se dit « Ah là, c'était pas mal, on a perdu, mais c'était pas mal », et le match d'après, on s'écroule. C'est ce qui s'est passé avec les 49ers. Espérons que ce soit pas le cas cette fois-ci. Espérons. Rendez-vous dimanche prochain pour voir le résultat. Exactement. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ce podcast de la loose ? Écoute, non, mais on en parlait en coulisses tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir qu'on ait une petite discussion approfondie sur notre ami Dave Gettleman à un moment. Ouais. On l'a pas évoqué, mais c'est sous-jacent, hein. C'est un peu un problème de fond. Oui, complètement. Enfin, je veux dire, je pense que si l'une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui, c'est aussi à cause des choix de Dave Gettleman, et il va falloir t'en avais parlé avant le début de saison en disant est-ce que c'est sa dernière saison ou pas. Bon, je commence à rejoindre ton point de vue. Et tu vois, un truc qui nous manque en attaque, tu sais ce que c'est actuellement ? De la réussite. Un receveur numéro 1. Ouais. Et puis quand tu vois ce qu'a fait Odell ce week-end, tu dis ce serait pas mal. Non, on va pas revenir là-dessus, on va pas refaire l'histoire, évidemment, mais n'empêche que... Et quand j'ai mis... Je rigolais qu'à moitié quand j'ai mis le tweet, je sais pas si t'as vu, où je parle de la mock draft 2021, où je mets tour 1, un wide receiver. Pour moi, c'est une option à ne pas écarter, parce que actuellement... On s'est un tout petit peu enflammé avec comment il s'appelle Sterling Shepard. Non, pas Sterling Shepard, avec Darius Slayton, qui finalement pour l'instant en fait il peut pas assumer ce rôle de numéro 1, je pense. S'il a un vrai numéro 1, il peut jouer numéro 2, mais il faut un receveur qui focalise vraiment l'attention, et pour l'instant on l'a pas. Mais t'as raison, on fera peut-être un podcast spécial sur Dave Gettleman. On va encore attendre quelques matchs pour bien se chauffer, tu vois. On fait monter la pression, puis comme ça on pourra se lâcher pendant le podcast. Bon, merci à toi Thiergo. Je t'en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et également sur le Twitter @NYGiantsFR. Et on vous dit à la prochaine. Merci Thiergo, salut. Salut.